Saturne fascine par ses anneaux imposants et ses nuages tourbillonnants. Mais l'on peut se demander ce que signifierait réellement y plonger. La sonde Cassini de la NASA a tenté une telle descente, offrant une aventure singulièrement mouvementée. Cet engin, qui demeura 13 années en orbite autour de la planète, rassembla une mine de données précieuses. L'un de ses objectifs majeurs consistait à éclairer une énigme tenace. Pour quelles raisons l'atmosphère saturnienne demeure-t-elle aussi chaude? Certes, les couches supérieures des planètes reçoivent la chaleur solaire, mais les géantes gazeuses restent trop éloignées du Soleil pour bénéficier d'un tel apport thermique. Cassini ne s'est donc pas limitée à une observation distante. Le 15 septembre 2017, elle entreprit une plongée profonde qui constitua l'ultime périple de sa mission. Ces dernières heures se déroulèrent au sein de la haute atmosphère de Saturne, d'où elle transmit des informations capitales avant de se désagréger progressivement. Ces couches supérieures se révèlent redoutables. Le champ magnétique de la planète gronde d'énergie et de terribles vents parcourent la sphère gazeuse à des milliers de kilomètres par heure. La sonde dut franchir des nappes épaisses de nuages brumeux, teintés d'un or pâle, qui réfléchissaient faiblement la lumière solaire. Il ne s'agissait nullement de masses vaporeuses, semblables à celles de la Terre, mais d'un mélange inquiétant d'hydrogène et d'hélium. La sonde poursuivit sa descente et traversa la zone où les anneaux emblématiques de Saturne déversent une véritable pluie de matière. Cassini établit que ce phénomène était bien plus intense qu'on ne l'avait anticipé, atteignant plus de 10 tonnes de matière chaque seconde. À ce rythme, les anneaux pourraient ne pas subsister indéfiniment, car la gravité saturnienne finirait peut-être par les absorber totalement, sauf renforcement soudain. Cette chute incessante est formée de grains minuscules de glace et de poussière, arrachés aux anneaux puis entraînés vers l'atmosphère, mélangés à l'eau, au méthane ainsi qu'à divers composés comme le propane ou le butane. Ces particules modifient lentement la chimie atmosphérique de Saturne et alourdissent les couches supérieures, contribuant ainsi au réchauffement de la planète. Ce déchaînement fut hélas trop éprouvant pour la frêle Cassini. Conçue pour résister aux strates externes, elle ne put survivre plus avant et se désintégra avant d'atteindre les zones plus profondes et véritablement effroyables. Dans ces couches intenses de l'atmosphère saturnienne, les vents s'élancent à des vitesses prodigieuses, dépassant les 1770 km/h. La pression y devient écrasante et s'alourdit toujours davantage à mesure que l'on s'enfonce. L'expérience s'apparenterait à une immersion dans un océan gazeux dénué de toute surface identifiable, où le ciel s'obscurcit, s'épaissit et s'endurcit progressivement. Et vient un moment où règne une obscurité totale, vous laissant seul face à l'immense masse d'hydrogène vous comprimant de toutes parts. Pourtant, le sacrifice de Cassini s'avéra inestimable pour la recherche. Les données cruciales transmises durant son grand final ont permis de cartographier l'atmosphère supérieure de Saturne avec une précision inédite. Cassini suivait des étoiles brillantes, telles celles d'Orion ou du Grand Chien, à mesure qu'elles disparaissaient derrière la planète, analysant la manière dont leur lumière se déformait. Ces mesures révélèrent la densité et la chaleur des hautes couches atmosphériques. La sonde nous légua également quelques ultimes clichés, même s'ils ne furent pas aussi saisissants qu'on pourrait l'imaginer. L'un d'eux, monochrome, pris à environ 634 000 km, montrait une région obscure de la face nocturne de Saturne, doucement illuminée par la lueur réfléchie de ses anneaux. La NASA diffusa aussi une représentation artistique de ce que Cassini aurait pu contempler dans ces derniers instants. Enfin, elle nous offrit la clé du grand mystère entourant la chaleur de Saturne. L'origine en réside dans ses aurores. Il apparaît que, sous l'effet de ce champ magnétique démesuré, les couches nuageuses sont illuminées d'éclairs d'aurore soudains aux pôles. Elles rappellent nos aurores boréales terrestres, mais infiniment plus éclatantes. Les cieux de la géante gazeuse s'embrasent par instants de lueurs vertes et bleutées. Ces phénomènes naissent de l'interaction entre les vents solaires et les particules chargées issues des lunes saturniennes. Les régions les plus chaudes de la planète se situaient autour de ces aurores. De tels spectacles lumineux dégagent une énergie suffisante pour réchauffer la haute atmosphère et diffuser cette chaleur à travers Saturne. Grâce à ces données, nous avons compris un principe essentiel concernant non seulement Saturne, mais l'ensemble des géantes gazeuses de notre système solaire et au-delà. D'un autre côté, les images dont nous disposons de Vénus sont autrement plus dramatiques. L'astre est un peu plus proche du Soleil que la Terre, et, en raison de similitudes de taille, de masse et de composition, on la qualifie souvent de jumelle de notre planète.
Mais cette analogie s'effondre dès que l'on regarde sous ces épais nuages, s'y trouve l'un des milieux les plus toxiques du système solaire. Sa surface est un véritable enfer, où les températures atteignent près de 480 degrés, au point de faire fondre le plomb. La pression y est tout aussi écrasante, équivalente à 92 fois celle de la Terre, comparable à un séjour à 900 mètres sous l'océan. Il était impossible de résister à l'envie d'obtenir des clichés directs. Ainsi, au cours des années 70, les scientifiques parvinrent à poser des sondes sur ce sol volcanique et implacable. Les missions réussirent et renvoyèrent les toutes premières images de Vénus, dévoilant des visions saisissantes. La première sonde ne survécut que 23 minutes avant de succomber à la pression, au vent furieux et à la chaleur infernale. Les deux premières sondes saisirent néanmoins les panoramas en noir et blanc d'un versant rocheux, bien que, dans les deux cas, le second objectif ne parvint pas à s'éjecter. L'horizon demeurait uniforme, le terrain semé de roches escarpées, et l'atmosphère suffocante pesait telle une force invisible. Après de nombreux obstacles, nous sommes enfin parvenus, dans les années 80, à observer des images colorées en provenance de Vénus. L'appareil réussit à survivre plus de 2 heures dans des conditions proprement extrêmes, ce qui relève déjà de l'exploit, tant cette planète fait fondre les métaux et ronge littéralement les sondes. Les clichés révélèrent que le ciel vénusien n'avait rien du bleu terrestre. Il se pare d'un jaune inquiétant, dû aux épais nuages d'acide sulfurique. Les images, teintées de rouge et déformées par l'atmosphère saturée, demeuraient néanmoins suffisamment lisibles pour dévoiler les roches acérées et l'aridité du paysage. Des lits de rivières asséchés, des tourbillons de poussière. Rien d'étonnant à ce que les chercheurs privilégient souvent l'étude de Mars. La NASA dispose aussi de simulations illustrant ce que pourrait être la surface de Vénus. Mais ces modèles peinent à transmettre l'effroi que susciterait une présence réelle sur place. Peut-être serait-il temps de nous intéresser à nouveau à Vénus, tant les zones d'ombre persistent au sujet de cette voisine ardente. Enfin, nous avons tenté, au cours des années 90, de pénétrer également l'atmosphère de Jupiter, ce qui constituait l'entreprise la plus redoutable de toutes. La sonde de la mission Galileo, dotée d'un module d'entrée, fut conçue pour s'y aventurer. Lancée en 1989, elle parcourut des millions de kilomètres, en transportant ce minuscule éclaireur destiné à affronter l'un des milieux les plus extrêmes jamais rencontrés dans l'espace. Le 13 juillet 1995, le module fut enfin lâché, alors que le vaisseau principal se situait encore à plus de 80 millions de kilomètres de Jupiter. Il dut donc tomber durant des mois avant d'atteindre l'atmosphère. Ce n'est que le 7 décembre qu'il y parvint, plongeant de front dans l'épaisse et tourbillonnante enveloppe gazeuse de Jupiter. La sonde pénétra les cieux joviens à la vitesse ahurissante de 170 000 km/h, une rapidité telle qu'elle permettrait de traverser les États-Unis de Los Angeles à New York en à peine 90 secondes. Sous l'effet d'une décélération d'une brutale, elle subit une pesanteur terrifiante, 228 fois supérieure à celle de la Terre. Puis, en l'espace de quelques minutes seulement, elle passa de vitesse supersonique à quelques centaines de km/h. La chaleur née de cette entrée atmosphérique était telle que l'onde de choc qui la précédait resplendissait avec l'éclat du soleil lui-même. Les températures atteignirent alors près de 15 000 degrés. Et durant ce tumulte, la sonde parvint à recueillir des données chaque seconde et à les transmettre intégralement. Elle nous livra des renseignements essentiels concernant l'atmosphère de Jupiter. Ainsi, l'on découvrit que sa haute atmosphère était bien plus sèche qu'escompté, recelant moins de vapeur d'eau et moins de composés organiques que les chercheurs n'avaient supposé. L'appareil mesura également des vents d'une violence inouïe, frôlant presque 1 km par seconde. Étonnamment, elle ne détecta qu'un nombre réduit d'éclairs, alors que l'on imaginait jusque-là que Jupiter en était perpétuellement sillonné. L'une des révélations majeures de la sonde fut de montrer que l'atmosphère jovienne contenait moins d'hélium que prévu. Elle mit également en évidence une ceinture de radiation effroyable, située à environ 48 000 km au-dessus des nuages, tel un anneau d'énergie intense enveloppant la planète comme un bouclier cosmique. Le frêle appareil survécut 58 minutes avant de succomber sous une pression colossale. Pendant ce temps, l'orbiteur Galileo poursuivit sa mission et devint la première sonde à se placer en orbite autour de Jupiter.